Hello tout le monde! Est-ce que tout le monde nous entend bien déjà? Est-ce que vous pouvez dire ça dans le chat? Qu'on soit sûr que niveau son, ça soit bon. Bonjour tout le monde. Ok, c'est bon, je vois que c'est Ouais. parti. Ok, et bah écoutez, bienvenue dans ce premier live du coup du Content Summit aujourd'hui. On est hyper excités, ça va être une journée Ouais. hyper intense. Et voilà, on commence avec toi, Victoria Debargue, sur le sujet de la stratégie de contenu. On a seulement 30 minutes, donc on va pas en perdre une seule. Et peut-être que tu pourrais commencer par te présenter assez rapidement. Ouais, alors en une phrase, moi j'aime bien dire que je prête ma plume et mes idées pour créer des contenus et les stratégies qui vont avec. Et du coup, en un peu plus d'une phrase, je suis Victoria Debargue, je suis indépendante depuis 2 ans et je suis content stratégiste et rédactrice web. D'où les deux casquettes, stratégie de contenu et rédaction de contenu. Trop cool. Donc on a appelé la bonne personne pour faire un webinaire sur la stratégie de contenu, quoi. Je suis rassurée. Et du coup, c'est quoi les plateformes sur lesquelles tu es plus active en ce moment et depuis quand? Alors, pour la petite histoire, quand je me suis lancée il y a 2 ans, j'avais un blog et un compte LinkedIn. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout de stratégie de contenu. C'était complètement bancal, c'est-à-dire que j'écrivais des articles sur mon blog et je les relayais sur LinkedIn. Et c'était que ça, un article, un relais sur LinkedIn, un article, un petit post pour dire que j'ai fait un article. Et en fait, ça allait pas plus loin. Et en fait, je me suis dit qu'en même temps, j'écrivais beaucoup d'articles de blog pour mes clients aussi. Donc, je me lassais peut-être un peu de ce contenu pour moi-même. Et du coup, j'ai décidé de me focaliser complètement sur LinkedIn depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et je suis à fond sur ce canal pour créer du contenu. Et donc, ma stratégie de contenu aujourd'hui, c'est d'être active sur LinkedIn et plutôt que de m'éparpiller sur différents canaux à la fois. Mais bah, trop bien. Et aujourd'hui, sur LinkedIn, tu as combien de followers à peu près? Alors aujourd'hui, je crois que là, je dois passer la barre des 6000 personnes dans mon réseau LinkedIn. Et en fait, au-delà de ce chiffre-là, en moyenne, quand je fais mes publications hebdomadaires, c'est entre grosse maille 8000 et 20 000 personnes en moyenne qui voient mes publications. Ça peut être un peu moins, ça peut être beaucoup plus. Ça dépend évidemment de l'algorithme. Mais ouais, ça fait plus d'1 an et demi maintenant que je suis sur LinkedIn avec tous ces gens qui me suivent. Et moi, ce que j'adore, c'est créer de la conversation aussi. Au-delà d'aller au-delà de créer du contenu, d'entamer des conversations, et j'adore. Ouais. C'est assez ouf en vrai le taux d'engagement que tu as, je trouve, pour le nombre de followers. Euh, enfin, ouais, franchement, il y a quelques mois, je regardais, tu faisais 200, 300 likes, c'était assez ouf. Et je me disais, bon, t'avais quoi, 3000 followers, c'est assez dingue. Donc, je pense que niveau stratégie de contenu, tu gères, quoi. Comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir une audience de malade, forcément. Exactement. Euh, ouais. Bon, on va y revenir après, t'inquiète. Mais ok les gars, alors juste pour vous dire, pour vous tenir au courant un peu du programme, donc ça va se passer un peu en 3 étapes. Au début, on va commencer par parler des bases de la stratégie de contenu, au moins rappeler un peu la définition, etc. Puis après, on va parler un peu de comment optimiser sa stratégie de contenu. Et finalement, on va laisser 5 minutes à la fin pour les questions de vous que vous pouvez avoir. Et donc, ce que je vous invite à faire, en fait, vous allez voir, il y a une partie en haut à droite du chat où il y a questions. Et là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est même voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Ce qui est top, parce que moi, à la fin, du coup, je vais les trier par celles qui sont le plus posées, et enfin le plus votées, et je vais commencer par celle-là, parce que malheureusement, on ne va pas avoir le temps de toutes les poser. Donc voilà, ça permet de faire un petit tri. Du coup, je vous invite à faire ça. Alors, eh ben, écoute, c'est parti. Commençons donc par les bases d'une stratégie. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler un peu c'est quoi une stratégie de contenu? Je peux faire ça pour vous aujourd'hui. Globalement, dans une stratégie de contenu, pour moi, c'est vraiment toute la phase de réflexion avant de passer à l'action. En fait, une stratégie de contenu, il faut voir ça comme un fil conducteur. Et c'est ce qui va vous permettre de définir, de planifier, d'organiser tout votre marketing de contenu. C'est entre guillemets des fondations hyper solides qui vont vous permettre de structurer des prises de parole. Et pour la petite analogie, moi j'aime bien comparer ça par exemple à un gros building, une sorte de gros immeuble où en fait chaque étage ce serait vos contenus,
Et en fait, au sol, les fondations, c'est la base. Et s'il n'y a pas un sol hyper solide, il n'y a aucun moyen que l'immeuble y tienne debout et voilà, il va s'effondrer en moins de 2. C'est pareil en marketing de contenu. S'il n'y a pas la stratégie de contenu à la base, finalement, tous les contenus qu'on créera derrière tiendront pas forcément la route. Donc, c'est ça une stratégie de contenu. C'est toute la réflexion, toutes les grandes questions, les grandes étapes à suivre avant de se mettre à créer et diffuser du contenu. Ouais. Et du coup, tu as un peu déjà répondu à la question, mais pourquoi vraiment tu penses que c'est important de la définir et c'est quoi le risque en fait dans lequel on peut tomber si on la définit pas? Ouais, alors même, je dirais même, je jouerais sur les mots, je dirais même au-delà de c'est important, je dirais que c'est indispensable. En fait, c'est un petit peu quand on lance son entreprise, je pense qu'aujourd'hui dans le chat, on est beaucoup à avoir lancé, on est beaucoup d'entrepreneurs à avoir lancé notre business. Globalement, quand on lance une marque, une start-up, une entreprise, peu importe, si on n'a pas de plan derrière, enfin vraiment de stratégie, si on n'a pas de vision, si on le fait sans savoir où aller, on a tendance à aller nulle part, entre guillemets. En contenu, en matière de contenu, c'est la même chose. Si on n'a pas de plan stratégique, c'est un énorme piège, en fait, parce qu'on peut avoir l'idée de contenu du siècle, on peut se dire, tiens, je vais me lancer sur TikTok, tiens, je vais faire une chaîne YouTube, je vais ouvrir un blog. Mais si on ne se pose pas toutes les questions en amont, enfin voilà, pourquoi on veut faire ça, pourquoi on veut privilégier un canal plutôt qu'un autre, à qui on veut s'adresser, et dans la durée, comment on va faire pour tenir le rythme, et quelles idées voilà, on veut mettre en place, comment on s'organise. Si on ne se pose pas toutes ces questions qui sont au cœur d'une stratégie, le plus gros piège, finalement, c'est de se précipiter et de se casser la figure. Donc, c'est pour ça que moi, j'insiste sur le côté indispensable de poser les bases, de réfléchir et de se poser les bonnes questions avant de se lancer et de suivre les grandes étapes. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je dis même souvent que sur les réseaux sociaux, en fait, il y a tellement de compétition, il y a tellement de gens que c'est de plus en plus difficile, en fait, de devenir visible, de se faire sa place. Et c'est vrai que sans stratégie, en fait, on risque juste de faire du contenu pour faire du contenu, de jamais gagner en visibilité. Et du coup, c'est juste du temps perdu, quoi, parce qu'on passe quand même du temps à créer ces contenus qui n'amènent nulle part. Et du coup, ça tombe à l'eau et c'est des heures et des heures perdues alors qu'on pourrait juste faire autre chose, quoi. Donc, ouais, complètement alignée avec toi. Écoute, je pense que la question que les gens se posent le plus, c'est finalement comment on s'y prend. Donc, voilà, quand on sait qu'on veut faire une stratégie de contenu, est-ce qu'il y a des étapes qu'il faut suivre? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, alors c'est vrai que moi je dis donc qu'une stratégie de contenu c'est un plan, c'est un fil conducteur, donc par conséquent il y a des étapes, il y a des sortes un peu de cases à cocher dans sa tout douce stratégique avant de se mettre à créer du contenu. Moi j'en ai identifié 8, alors c'est pas le chiffre miracle, hein, il peut y en avoir plus, les étapes voilà, elles peuvent se faire dans un autre ordre, mais moi la façon dont je fonctionne, c'est 8 étapes, je vais peut-être pouvoir voilà, les dire un petit peu rapidement, peut-être qu'on peut rebondir sur certaines ensemble, tu me diras, mais globalement je pense que la base des bases, première étape, c'est forcément le pourquoi, le why. Coucou Simon Sinek, si tu passes par là, cœur sur toi, le pourquoi. Enfin voilà, pourquoi est-ce qu'on veut créer du contenu? Première étape indispensable. En deuxième, moi je dirais qu'il faut, j'aime bien dire, connaître sa cible comme un joueur de fléchettes. Donc globalement, pour viser dans le mille, voilà, le petit jeu de mots, c'est gratuit aujourd'hui. Mais vraiment, l'étude, la définition et l'étude de son audience, hyper important. Je dirais qu'ensuite, il faut réussir à définir des piliers éditoriaux. C'est une étape aussi très importante. Voilà, trouver des idées de contenu, activer ce mode recherche pour trouver des idées de contenu. Il y a toute la partie aussi sur trouver les formats qui nous correspondent et les canaux de diffusion. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée pour commencer à entamer cette réflexion. Si des personnes se demandent où est-ce qu'elles vont créer du contenu, voilà. Aujourd'hui, Content Sync, ça y répond pas mal. Et puis, dans les étapes qui suivent, il y a la partie du calendrier éditorial qui est important pour structurer, la partie sur trouver son style, sa voix, son tonalité quand on crée du contenu, parce qu'il y a le fond, mais il y a aussi la forme. Et puis, je dirais une dernière étape, la 8e étape, un peu avant l'arrivée, en fait, et c'est une étape qui se diffuse en continu. C'est l'analyse des retombées. C'est une fois qu'on a prévu tout ce plan stratégique, qu'on a commencé à créer du contenu, à le diffuser, il faut quand même suivre ses résultats et ses retombées parce que une stratégie de contenu, c'est pas figé dans le temps. Donc, en fait, c'est important d'analyser ses retombées pour la faire évoluer. Donc, voilà, ça représente un peu 8 grandes étapes avec des piliers assez importants. Ça fait beaucoup. C'est les KPIs presque que tu pourrais dire à la fin, non? C'est ça? Exactement, c'est ça. On voit la fille qui a fait une école de commerçant. Tu sors le petit mot-clé, KPIs. C'est ça, exactement. Ok. Écoute-moi, dans tout ce que tu as dit, bon, déjà, il y a énormément d'étapes, on va pas avoir le temps de passer partout.
Mais c'est surtout la question des piliers éditoriaux que je trouve assez intéressante, parce que c'est vrai qu'on en parle assez régulièrement, mais on définit peu finalement qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu plus, genre c'est quoi un pilier éditorial, combien il en faudrait par exemple dans sa stratégie, à quoi ça pourrait ressembler? Est-ce que tu n'aurais pas un petit exemple en tête? Carrément. Alors pour rebondir sur ce que tu disais aussi juste avant, c'est vrai qu'on va pas avoir le temps de rentrer dans les 8 étapes, donc pas de panique pour les gens qui nous regardent. Je sais pas pourquoi mon petit doigt me dit que dans les prochains jours, il y a un contenu beaucoup plus complet qui va sortir pour vous aider. Mais je dis rien, voilà, j'enchaîne. Les piliers éditoriaux pour vous faire patienter jusqu'à, je sais pas, par exemple lundi. Les piliers éditoriaux, en fait, étape hyper importante pour savoir où on veut aller dans sa stratégie de contenu. Ça correspond en fait à des grandes thématiques éditoriales. C'est des grandes catégories. Ça va servir à structurer nos prises de parole. En fait, moi, j'aime bien penser à une analogie qui est par exemple un magazine. Dans un magazine, il y a plein de rubriques. Il y a la rubrique parfois sport, culture, mode, cuisine, j'ai n'importe quoi. Et à l'intérieur de ces rubriques, il y a des différents contenus. Et ben, en fait, un pilier éditorial, c'est un petit peu la même chose que ces rubriques. Dans votre stratégie, ça va être une grande thématique, ça va être un grand sujet sur lequel vous avez envie d'être identifié, où vous avez envie qu'on pense à vous, cette notion de devenir un peu top of mind. Et en fait, ces grandes catégories, elles vont vous servir un petit peu à driver les futurs contenus que vous allez créer. Donc, il ne faut pas que ce soit non plus, il faut pas non plus s'enfermer dans des cases, mais c'est de se dire on a un cap à maintenir avec différentes catégories de contenus, de sujets à aborder. Moi, je recommande de jamais en définir plus de 5. Il y a des personnes qui ont un seul pilier éditorial et qui après créent du contenu en conséquence. Il y a des personnes qui en ont 2, 3, c'est-à-dire qu'elles peuvent varier les sujets. Et par exemple, un pilier éditorial, ça pourrait être, je ne sais pas, les coulisses de ma vie de freelance. Là, ça donne place à plein d'idées de contenu à l'intérieur de cette catégorie. Ça peut être, je ne sais pas, l'engagement éco-responsable, l'entrepreneuriat au féminin, voilà. C'est des catégories qu'on pense un petit peu plus larges pour se laisser la place à l'intérieur de créer des contenus qui découlent. Voilà, c'est des grandes thématiques et ça nous évite de nous éparpiller sur plein d'idées de contenu qui ne répondent pas forcément aux besoins de notre audience. Ouais. Est-ce que tu penses que parfois le piège, c'est d'avoir justement des thématiques qui sont un peu trop petites? J'ai l'impression que c'est un des pièges, par exemple, dans lequel beaucoup de gens tombent. Donc, c'est important, en fait, je pense vraiment d'avoir une thématique qui soit très large, comme l'engagement éco-responsable, tu vois, c'est quand même un truc, ou alors le marketing qui est vraiment super large, plutôt que de parler seulement de SEO. Même si, par exemple, on est un SEO spécialiste, tu vois, comment on gère cette notion d'entonnoir, quoi. Je vois ce que tu veux dire et je pense que quand on débute sa stratégie de contenu, c'est bien de commencer par voir large parce que ça évite de nous enfermer dans des sujets et de tourner autour des mêmes choses et très rapidement de ne plus avoir rien à dire. Donc, Ouais. même si je pense que le SEO, ça peut être une catégorie qui peut devenir très large, le marketing encore plus, mais c'est bien de réfléchir assez largement pour après fonctionner en entonnoir et de se dire que là, à l'étape des piliers éditoriaux, on ne va pas chercher tout de suite des idées de post LinkedIn, des idées de vidéos YouTube. Non, on n'en est pas là encore. C'est vraiment de poser des fondations en disant de quoi je veux parler en général dans ma stratégie de contenu, avant même de penser à un conseil spécifique qui fera un post LinkedIn ou une idée d'article. On est vraiment au tout début où on se pose la question de quoi je veux parler, qu'est-ce qui va intéresser mon audience, sur quoi je veux être identifié. Et moi, je recommande effectivement d'essayer de voir un peu large, quitte à l'affiner au fil du temps et en fonction des réactions. Encore une fois, ces fameux KPI, cette notion d'interaction. Mais je pense que c'est pas mal au début de voir plutôt Ouais, plus. un peu plus large. Non, mais je suis d'accord. Il y a un truc que je vois assez souvent aussi, c'est par exemple des personnes qui disent je suis dans le marketing spécialisé dans la cosmétique. Et du coup, elles ont tendance à écrire seulement sur le marketing de la cosmétique. Ouais. Or, en fait, je pense que stratégiquement, ce serait plus intéressant d'avoir deux piliers de contenu. Un sur le marketing, où elles expliquent leur expertise là-dessus, et un autre après sur le monde des cosmétiques, les tendances actuelles, etc. Et en fait, ça leur permettrait de faire plus de contenu et d'être moins enfermés. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est une très bonne façon de fonctionner et puis du coup c'est un vivier d'idées supplémentaires quand on Oui, fonctionne comme ça. L'important c'est de garder en tête qu'un pilier éditorial, c'est un cap en fait, c'est censé nous guider. Donc effectivement, si parfois on sépare les sujets, on peut avoir de nouvelles idées et puis créer d'autant plus de contenu. Il n'y a pas forcément une stratégie meilleure qu'une autre, c'est aussi ça qu'il faut se mettre en tête de marketing de contenu et de stratégie de contenu. Ce que je vous raconte aujourd'hui, évidemment, c'est pas forcément à suivre au pied de la lettre. Je suis sûre que dans le chat, il y a peut-être des gens qui ont une super stratégie de contenu et qui ne fonctionnent pas exactement comme
ça. Et c'est vrai que moi, ça m'a aidé quand, quand je crée du contenu aujourd'hui. Et puis, avec mes clients aussi que j'accompagne, de fonctionner par piliers éditoriaux. C'est quelque chose qui nous aide vraiment à nous structurer au début. Donc, c'est pour ça que je recommande ça aujourd'hui. Je pense que, Trop bien. Une autre chose dont tu as parlé, c'est les canaux de distribution d'un côté et les formats de l'autre. Est-ce que tu peux expliquer la différence déjà entre les deux? ouais, et bah écoute, un format, ça peut être un post, une vidéo, voilà, de l'écrit, de l'audio en fait. Finalement, ça fait appel à ça, les formats, différents formats de contenu. Et puis les canaux, ça va être les canaux de distribution, sur quoi on va diffuser ces différents formats. Donc là, on va parler par exemple des réseaux sociaux ou des plateformes. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, au Content Summit, on a une bonne liste de différents canaux de distribution. Ça peut passer de LinkedIn à Clubhouse en passant par YouTube, etc. Et globalement, en fait, je pense que l'idée dans sa stratégie de contenu, donc au-delà de comprendre cette distinction, c'est de réussir à faire des choix parce que je sais ce que c'est que de se retrouver face à un panel de formats et de canaux sur Internet et de se dire mais qu'est-ce que je choisis et qu'est-ce que je fais et ouais, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je choisis dans toute cette liste et cette masse de formats et de canaux qui est à notre disposition aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu as des petits conseils, des petits tips pour comment faire un choix parmi tout ce qui existe aujourd'hui? Parce que c'est vrai que plus on avance dans le temps, j'ai l'impression que plus il y en a du choix. On n'est pas parti pour réduire, je pense, avec les réseaux. Donc, le problème va être de plus en plus problématique, je veux dire. Exactement. Des petits tips. C'est ça. En fait, pour un petit peu organiser son cerveau dans cette étape justement de je fais ma stratégie de contenu, je suis au moment où je dois choisir mes formats et mes canaux. Je dirais qu'il y a une sorte de triptyque de trois facteurs en fait à garder en tête. Je pense que le premier, ce serait les compétences, en fait, de se dire tout simplement quelles sont nos impétences. Alors évidemment, on ne naît pas rédacteur ou vidéaste, mais voilà, est-ce qu'on a des compétences rédactionnelles, un peu plutôt audio, vidéo, et si on les a pas, est-ce qu'on se sent prêt à apprendre à maîtriser certains canaux? Ce facteur un peu compétence, appétence, je pense qu'il est important parce que forcément, il faut aller vers ce vers quoi on est à l'aise, sinon ça sert à rien de subir sa stratégie de contenu et son marketing de contenu. Donc compétences, ce avec quoi on se sent prêt. Il y a aussi moi ce que j'appelle la zone de kiff en numéro 2, donc c'est nos envies en fait. C'est ce que je disais juste avant, on n'est pas là pour souffrir, ok. Donc en fait, clairement, c'est quoi les formats, les canaux qui vous font envie, c'est quoi qui colle le plus à votre personnalité. C'est pas mal de réfléchir aussi par l'affect. Enfin, moi, je trouve que l'affect, c'est toujours un bon moteur décisionnel un peu. Et du coup, il faut prendre du plaisir dans sa stratégie de contenu. Donc, compétences, zone de kiff, enfin, envie. Et puis, en numéro 3, je dirais forcément les habitudes de notre cible, de notre audience, qu'on aura défini dans notre stratégie de contenu. C'est de se dire, qu'est-ce que mon audience a l'habitude de consommer comme contenu? Est-ce qu'elle va plutôt se diriger vers de l'écrit, de l'audio, de la vidéo? Et ça, on le sait forcément une fois qu'on a étudié et défini son audience cible, sa cible, son persona, appelons-le comme on veut, mais la personne qui consommera notre futur contenu. Donc je pense que déjà de réfléchir à ces 3 points, ça peut nous aider à nous diriger vers certains canaux. Et aussi se dire que c'est pas figé dans le temps non plus, ça c'est quelque chose. Souvent les gens ont peur du mot stratégie parce qu'on se dit oh là là mais dans quoi je m'embarque, je signe à la vie à la mort avec un contenu, un format, je sais pas dans quoi je m'embarque là. En fait non, la stratégie elle peut évoluer aussi bien dans le fond, donc ces piliers éditoriaux dont on parlait avant, que dans la forme. Finalement les canaux, les formats, on peut évoluer en cours de carrière et je pense que j'en suis la preuve et il y a beaucoup de personnes qui en sont la preuve aussi. Oui, moi aussi, je change régulièrement, honnêtement, de stratégie. Je pense que le plus important, effectivement, c'est comme tu dis, c'est de définir au début pour au moins avoir un peu des égard et puis faire son truc et se lancer. Et au moins, ça nous met dedans, quoi. Tu as dit un autre truc tout à l'heure et puis ça m'a fait penser à autre chose que j'ai oublié. Donc, c'est pas grave, j'y repenserai peut-être après. Trop bien, Mais écoute, de toute façon, il est déjà 20, donc on va passer à la deuxième partie sur l'optimisation. Donc, tu as évoqué le sujet du calendrier éditorial, et ça aussi, c'est un vrai sujet. Concrètement, ça se passe comment, un calendrier éditorial? Comment tu fais pour le construire?
Alors écoute, ouais, calendrier éditorial, étape importante aussi de la stratégie de contenu, c'est ce qui va vraiment nous aider à planifier, en fait, à structurer, à nous organiser dans nos différents contenus à produire et à publier. Alors, il n'y a pas forcément pareil de règles interplanétaires, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un calendrier éditorial sur une base annuelle, mensuelle, trimestrielle. Moi, j'aime bien fonctionner de façon mensuelle, que ce soit pour mon contenu personnel ou pour mes clients. Donc, comment je m'y prends? Et ben déjà, en fait, il y a quelque chose qui se passe tous les jours dans ma vie quotidienne, c'est que je prends beaucoup de notes sur les idées de contenu qui me viennent. Donc ça, je le fais depuis l'application Notes de mon téléphone parce que je l'ai toujours à portée de main. Et puis après, tous les débuts de mois, j'utilise un outil. Alors, j'en utilise qu'un seul. J'essaie souvent d'aller au plus simple. Je ne suis pas trop pour la gadgetisation, voilà, la multiplication des outils. Donc moi, j'utilise Trello. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent Notion, qui est très bien. Il y a des personnes qui se servent du calendrier de leur ordinateur pour faire leur calendrier de contenu. Bon, moi, c'est sur Trello. Et Trello, c'est un outil voilà, qui me permet d'avoir des cases avec les jours de la semaine où je publie du contenu. Donc moi, depuis que je me suis lancée, c'est le mardi et le jeudi matin. Et en fait, globalement, en fait, dans ces cases, tous les débuts de mois, je viens mettre mes différentes idées que j'ai eues tout au long du temps. Et je les attribue à un jour particulier. Et en fait, moi, j'aime bien avoir une vision à un mois sur mes contenus, mais j'ai pas toujours le temps de produire en une fois un mois de contenu. Donc ça, c'est quelque chose de différent. Et donc, ce qui se passe, c'est que toutes les semaines, je crée mes contenus. Donc, je me repose sur ce calendrier où j'ai attribué mes différentes idées et je crée mon contenu. Donc, je planifie de façon mensuelle sur Trello et je crée à la semaine mes différentes publications sur LinkedIn. Et en fait, c'est un peu, moi j'aime bien encore une analogie, mais j'aime bien en fait me dire, c'est un peu comme quand on pose des vacances. Enfin, on les pose à un moment donné dans un calendrier. Elles sont là, ça ne veut pas dire qu'on va les prendre tout de suite, mais une fois qu'elles sont inscrites quelque part, ça y est, on peut s'organiser. On se dit, ça y est, c'est le moment de s'organiser, on peut réfléchir à la suite. C'est pareil pour le contenu. Donc, en fait, j'ai des créneaux dédiés à la création de contenu et en début de mois, je m'organise en les posant dans mon calendrier en me disant, voilà ce que je dirais tout au long du mois. Et puis après, voilà, je passe à la suite. Tu dédies combien de temps, par curiosité, du coup, dans ton agenda pour la création de contenu sur LinkedIn? Alors pour la création de contenu sur LinkedIn, généralement je m'y prends en début de semaine ou parfois juste avant le week-end pour la semaine d'après. Et c'est entre 1 et 3 heures. Enfin, tu vois, je te donne une grosse fourchette. Mais ouais, voilà, c'est ça. Quand même, ça va en fait. C'est pas beaucoup en vrai, honnêtement. 1 heure, ça va. Et honnêtement, ouais, moi je passe mes journées à créer du contenu forcément, donc pour mes clients, pour moi-même, donc ça s'imbrique dans une routine. Et je pense que c'est important aussi de le dire, c'est que peu importe combien de temps vous y passez, le but c'est pas de se comparer, de se dire moi je mets 2 heures pour écrire un post LinkedIn, moi je le fais en 20 minutes et je suis mieux que toi. C'est de trouver des routines en fait. Moi j'ai trouvé les routines et surtout les moments de ma semaine où je suis le plus efficace pour créer du contenu. Pour moi, pour mes clients c'est autre chose, mais pour moi je sais les moments où je me sens inspirée, où je me sens prête à rédiger du contenu. Et c'est une histoire de routine en fait, c'est une histoire d'apprendre à se connaître et de tester des choses. Et voilà, et donc j'écris du contenu les moments où je me sens le plus inspirée et du coup ça fonctionne bien, quoi. Ouais, je sais qu'il y a plein de manières, il y a plein de méthodes différentes. Donc pour ceux qui nous regardent, si vous vous demandez la question, donc toi par exemple, là tu as choisi le créneau par semaine. Je sais que Inès Fignon, elle fait un créneau tous les 3 mois, elle fait son contenu pour 3 mois. Donc ça, si vous êtes un peu très organisé comme Inès, vous pouvez faire ça. Et si vous êtes plus comme moi à l'arrache, vous le faites 1 heure avant, avant de poster, quoi. C'est pas mal aussi, la spontanéité. C'est pas mal en fait, ça permet de se forcer aussi. Moi, je me mets un créneau tous les mardis et les jeudis. Ouais. Après, je tente de temps en temps de faire comme toi. En vrai, je varie, mais bon, voilà, comme pour dire, il n'y a pas de bonne méthode. Tout le monde a sa méthode. Le plus important, c'est de trouver la sienne. Un autre sujet qui est très intéressant, parce que tu parlais tout à l'heure, voilà, c'était ça en fait ma question, donc on y revient. C'était d'un côté les formats, puis d'un autre côté les canaux. Je sais qu'on parle beaucoup de recycling du contenu, tu vois. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu as des méthodes là-dessus? Et est-ce qu'il y a moyen, par exemple, d'avoir un même format, donc un même contenu, tu vois, qu'on pourrait utiliser sur différents canaux? Ouais, alors ça, le recyclage de contenu, ma grande passion, voilà, je pourrais en parler des heures, j'adore ce concept. Alors je le différencie moi personnellement de différentes choses. Donc premièrement, je le différencie de créer un contenu et de l'utiliser, par exemple écrire un post et le publier à l'identique sur LinkedIn et sur Instagram. Donc ça, c'est une stratégie qui en est une et qui fonctionne. C'est pas comme ça que moi je vois le recyclage de contenu et c'est pas non plus ce que je faisais à mes débuts, c'est-à-dire tiens, j'écris un article de blog et j'en fais un post LinkedIn pour l'annoncer. Ça, c'est de la promotion. Voilà, c'est une façon de diffuser plus amplement son contenu. Le recyclage de contenu, moi, je vois ça autrement. Je vois ça vraiment comme une tendance
qui vise à extraire, en fait, à un moment donné, une idée, un mot, un message d'un contenu et de le décliner sous un autre angle. Alors, ça peut être sous un autre format, comme tu le mentionnais, ou ça peut être, ça peut être dans le fond, dans le message. En fait, le recyclage de contenu, pour moi, c'est vraiment d'avoir un contenu et de maximiser sa durée de vie en allant chercher à l'intérieur un petit quelque chose qui pourrait donner vie à autre chose. Et en fait, c'est un peu de tirer le fil de la pelote de laine et de se dire une question, quand on est prêt à diffuser un contenu, c'est de se dire comment est-ce que ce contenu, il peut m'aider à en créer de nouveaux à l'avenir. Quelles sont les idées que je peux décliner, extraire, transformer à l'intérieur. Donc, je vais donner des petits exemples que ce soit un peu plus concret. Mais par exemple, si demain, vous animez un webinaire qui est un super format, n'est-ce pas, Maud? Donc, si demain, vous animez un webinaire, par exemple, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas extraire les 5 meilleurs conseils pour les transformer en guide à télécharger? Donc ça, par exemple, si on transforme, on recycle une idée d'un contenu sur un autre format, ça c'est un exemple. Si vous avez un podcast et que par exemple vous allez interviewer des professionnels, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas isoler une question qui aura été posée dans un épisode pour en faire un post LinkedIn? Si vous diffusez une newsletter, pourquoi vous n'iriez pas récupérer une capsule écrite pour en faire plus tard une vidéo YouTube? Bon, là, je donne des idées de recyclage de contenu sur différents canaux. Mais comme moi, par exemple, on a une stratégie qui est focalisée sur LinkedIn, ça marche aussi. Quand on fait un post LinkedIn, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas finalement une petite phrase qu'on a écrite qui est noyée dans un post LinkedIn, qu'on n'irait pas détailler et creuser en profondeur dans un nouveau post LinkedIn? Ça marche aussi en fonction des réactions qu'on a sur nos contenus, on peut recycler. Et c'est ça, en fait, cette méthode, ça nous aide aussi à déployer la stratégie sur le long terme, en fait. On transforme les nouvelles idées. Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, je crois que je ne l'ai pas dit. Rien Et puis la répétition, ça fait la mémorisation, ça rentre dans le coco. Sans tomber dans le duplicate content aussi, parce qu'on n'est pas là pour recopier. Encore une fois, on différencie bien les choses. Bien sûr. Écoute, il est déjà 27, donc on va passer, ça passe trop vite, on pourrait parler en plus pendant des heures, je pense, mais on va prendre quelques questions. Okay. Alors, il y a Alicia qui demande quels sont les outils indispensables pour aider dans la création de contenu et optimiser notre temps. Donc, tu as parlé de Trello, mais peut-être que tu en as d'autres. Je ne sais pas si je les vois, les questions, je suis dans les questions. Sinon, je la trouve pas. Je t'écoute, si tu peux juste la répéter. Ouais, pas de souci. Alors, quels sont les outils indispensables pour aider dans la création de contenu et optimiser son temps? Donc, je sais que tu as parlé de Trello, mais peut-être que tu as d'autres outils en tête. Alors moi, c'est vrai que je suis spécialisée dans la création de contenu rédactionnel de par mon métier, donc je vais parler essentiellement de ça, c'est ça que je vais maîtriser surtout. Et pour m'aider à créer, alors déjà, planifier le contenu, moi je suis assez à la mano, c'est-à-dire que je ne planifie pas à l'avance mon contenu, donc là-dessus, je ne recommande pas d'outils parce que moi j'ai besoin d'aller mettre mon contenu toute seule sur LinkedIn, j'aime bien cette démarche, donc je ne le planifie pas, si je sais que c'est une stratégie et qu'il y a des outils qui existent pour ça. Et puis après, pour m'aider à créer du contenu, alors que ce soit pour trouver des idées, il y a des sur internet en fait en s'inspirant finalement de ce que fait les autres, les outils SEO qui nous aident à trouver des questions types comme Answer, je ne sais pas exactement le titre de l'outil, mais c'est Answer de public. Answer de public, ça je sais que j'aime bien l'utiliser, Ubersuggest, etc. Globalement, après pour créer mon contenu, moi je fais sur Trello, l'onglet notes de mon téléphone. Vraiment, je suis assez simple et basique, c'est-à-dire tout ce que je disais tout à l'heure sur la multiplicité des outils. J'essaie d'aller à l'essentiel. Donc dans mon ordinateur, dans mon téléphone, il n'y a pas énormément d'outils. Au-delà de Google Doc et puis des outils après de correction. Je corrige forcément, même si je fais de la rédaction, mes contenus avec des outils pour m'assurer qu'il n'y ait pas de faute. Je sais que j'utilise Antidote, qui est un très bon outil, certains connaissent. Et voilà, quand c'est des contenus qui ont une vocation un peu plus SEO, j'aime beaucoup Your Text Guru aussi. Donc ça, c'est quelques outils pour vous aider, mais globalement, essayez d'aller au plus simple dans un premier temps pour poser les bases de sa strat. Top. Et écoute, il est déjà 29 et puis moi, dans une minute, j'ai le prochain live avec Inès Sivignon, donc on va s'arrêter là. Si je peux recommander une chose à tout le monde, c'est de suivre Victoria sur LinkedIn parce que comme ça, vous allez pouvoir voir quelle stratégie de contenu elle met en place. Et puis, vous pouvez aussi me suivre, moi, si vous avez kiffé ce live et que c'était le seul auquel vous avez participé. Ce que je vous dis, c'est qu'on se retrouve dans le prochain live, du coup, dans une minute. Moi, je vais faire le transfert là maintenant avec Inès. Normalement, on vous a mis le lien du prochain. Et sinon, si vous ne le retrouvez pas, de toute façon, il est dans vos mails. Et voilà. En tout cas, Victoria, c'était un plaisir de t'avoir. J'espère que vous avez tous appris beaucoup de choses sur la stratégie de contenu. Et puis, je te dis à la prochaine.
Et ben, merci beaucoup, merci à tout le monde. C'était vraiment super. Un grand merci et je vous dis à très bientôt. Ouais, à plus tard dans le webinaire. Salut, à bientôt.